Avez-vous déjà rêvé de changer de vie pro ? Alors moi, c'est ce que j'ai fait il y a plus de 17 ans. Je suis passée de l'univers des nouvelles techno à fondatrice de médias engagés. Et c'est pourquoi je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter le partenaire de ce podcast, Chance, qui propose un parcours de coaching digital pour aller vers une voie professionnelle qui vous ressemble. Moi, ce que je trouve pratique, c'est que tout est en ligne. Vous avez des activités pour comprendre vos aspirations profondes et vous aider à structurer votre projet. Des sessions avec un coach professionnel qui est choisi rien que pour vous, sur mesure. Et le petit plus que j'aime, c'est le collectif d'entraide, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour se sentir moins seul quand on ne sait pas par où commencer pour provoquer le changement. Et le détail non négligeable, le parcours est finançable grâce à votre compte personnel de formation. Enfin, la toute dernière nouveauté, les duos Chance viennent d'être lancés pour vous mettre en relation avec la personne du secteur qui vous intéresse une fois votre projet pro défini. Alors les amis, pour tout savoir, allez donc jeter un œil sur le site chance.co pour faire le point gratuitement sur votre situation et peut-être sauter le pas vers votre nouvelle vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Mon invité a travaillé pendant 20 ans comme trader avant de devenir conseiller en addiction et thérapeute, puis psychologue clinicien en 2015. Et il affirme que face aux addictions, qui touchent 8 à 10% quand même de la population, une solution existe, gratuite, à la portée de tous, et qui évite le recours massif aux médicaments habituellement prescrits, et ceci sans être un remède miracle, mais une méthode éprouvée depuis les années 30. Il publie d'ailleurs un livre chez Actes Sud, Revivre, 12 étapes pour sortir de l'addiction. Alors avec lui, nous allons essayer de comprendre la mécanique des addictions, comment en sortir, et notamment avec cette maxime, les gens qui font partie du problème peuvent faire partie de la solution. Cela redonne évidemment espoir aux personnes engluées dans des souffrances, ainsi que leur entourage. Bonjour Philippe Cavaros, bienvenue dans Métamorphose. Bonjour Anne. Alors bonjour, je suis ravie de vous recevoir pour parler de ce sujet. Quand on dit que ça touche 8 à 12%, alors j'ai dit 10%, mais je crois que c'est même 8 à 12% de la population française, c'est ça qui souffre d'une addiction ? C'est ça, bon, sont les chiffres qui circulent, il y a des chiffres même beaucoup plus élevés. En fait, c'est des chiffres que j'ai lus dans la littérature scientifique américaine. Je pense qu'en France, on est dans les mêmes eaux, et pourquoi pas plus, je crois qu'on est recordman du monde en consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de cannabis. Donc je pense que ce qui est important, c'est que ce sont des chiffres très élevés. C'est ça. Alors rapidement sur votre parcours, comment passe-t-on de trader aux États-Unis à psychologue clinicien quand même ? C'est vrai que c'est toujours intriguant. Bon, donc trader, c'est assez simple parce que j'ai eu la chance de partir aux États-Unis quand j'avais 20 ans. Et là-bas, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était l'époque des films du style Wall Street. Il y avait des aventuriers de la finance. C'était le métier rêvé des jeunes mecs comme moi, quoi. Et les études là-bas étaient formidables. On vous apprenait vraiment concrètement à comment repérer les actions sous-évaluées. Il y avait une vraie science. Alors qu'en France, où j'avais commencé un petit peu de Sciences Éco, on était encore dans la théorie économique et les mathématiques. Bon, bref. Donc, j'ai fait mes études là-dedans et naturellement, j'ai dégoté un job chez un gros broker et j'ai travaillé presque 20 ans sur les marchés financiers. Le côté psychologue maintenant. Psychologue est spécialisé dans les addictions. À mon époque,
quand j'étais jeune, il faut dire que il y avait une contre-culture qui presque prônait les usages de drogue. Je me souviens, les chansons des Rolling Stones, ça s'appelait Brown Sugar. Lou Reed, c'était héroïne. Il y avait une vague comme ça, une espèce de movida internationale où les usages de la consommation de produits étaient presque encouragés, valorisés dans toute la contre-culture. Les parents s'en préoccupaient pas, ils étaient complètement dans leur propre culture à eux, qui était la culture de l'après-guerre encore. Hein. Je dis ça parce que la plupart de mes mon meilleur ami d'enfance a eu des problèmes d'addiction très tôt. Toute mon enfance, toute ma jeunesse, j'entendais parler des problèmes de Laurent. Nos parents étaient très proches et ça a duré 15-20 ans. Il est décédé à 27 ans d'une overdose. J'avais un cousin qui était né au Liban. Pareil, en arrivant à Paris, il est tombé, lui, dans l'alcool. Je veux dire, j'ai eu autour de moi des tas d'amis qui avaient ce problème. Et on n'arrivait pas à solutionner. Il n'y avait pas de solution à l'époque. Le seul truc qui existait, c'était un type qui s'appelait le patriarche, où on envoyait les enfants pendant 1 an retaper des maisons, où il y avait un curé, le père Jaouen, qui emmenait les dépendants sur son gros voilier. Mais bon, quand la croisière était terminée, il rechutait, quoi. Il y avait pas de solution. Et un jour, justement aux États-Unis, lorsque je sortais d'une fête, quoi, et j'avais bu quelques coups, et je me fais arrêter par la police américaine, bien sûr. Et ils m'ont, à ma grande surprise, ils m'ont mis au trou, et ils m'ont imposé d'aller à des réunions alcooliques anonymes pendant 3 mois, tous les jours. J'étais dévasté. Moi, je devais rentrer le lendemain à Paris pour travailler. C'était une catastrophe. Mais j'ai donc dû assister à ces réunions. Le juge a accepté que je les fasse à Paris. J'ai découvert qu'il y avait ces réunions à Paris. C'est comme ça que j'ai découvert ce truc. Et la découverte, c'était que je me retrouvais donc avec des dépendants qui avaient résolu leurs problèmes. Autour de moi, c'était des gens qui avaient consommé des tas de trucs, et ils étaient abstinents, clean, comme ils disent, depuis 1 mois, 6 ans, 5 ans. Et donc c'est là où ça fait écho, évidemment, à votre histoire passée. Ça a été une révélation. Et je me suis dit là que j'allais essayer de promouvoir ce truc en France. Alors, on va évidemment y venir longuement. Alors, simplement sur les addictions, de quelles addictions parle-t-on pour les qualifier? Qu'est-ce qui qualifie une addiction? Et vous faites évidemment le distinguo entre grosse consommation et dépendance. Donc, éclairez-nous là-dessus. Ok, donc là, il y a 3 questions. C'est ça. Déjà... Alors, la première, qu'est-ce qui qualifie une addiction? Premièrement, qu'on ne peut pas s'arrêter. C'est une maladie mentale. L'addict ne pense qu'à ça. C'est-à-dire, même s'il ne consomme pas, il a son psychisme dans l'obsession de s'en procurer. Donc l'arrêt est très difficile. La deuxième caractéristique, c'est quand tu prends ta première dose, ton premier verre, ça déclenche une réaction comme une allergie.
où on a envie d'en prendre davantage. On perd donc le contrôle de sa consommation. Et que ça soit du sucre, du vin, de la cocaïne, n'importe quoi, je veux dire, la première prise implique une deuxième. On n'est jamais rassasié. Et c'est là où on voit qu'il y a une grande différence entre les gens, disons les gens normaux et les addicts. Quelqu'un de normal, il se fait un verre, voire 2 verres de vin, il sera rassasié. Il sera content avec ça. Alors que l'addict, le deuxième appelle le troisième, etc., etc. Oui, c'est ça la différence entre grosse consommation et dépendance, en fait. Hein. Voilà. Et l'addict a perdu le choix de s'arrêter quand il le souhaite. Il y a 2 autres caractéristiques. C'est évidemment les conséquences dans sa vie quotidienne. Et la 4e caractéristique, c'est ce qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire l'augmentation des quantités, quoi. Oui, c'est ça. Alors, pour continuer sur cette fameuse question en 3 questions, et en effet, de quelles addictions parle-t-on principalement ? Vous avez là nommé des addictions au sucre, etc. Vous, peut-être en suivi thérapeutique ou de ce que vous voyez, c'est celles qu'on soupçonne, les plus grandes, l'alcool, les drogues. Qu'est-ce que vous voyez ? De quelle addiction on parle dans le livre ? Non, en général, voilà. Quelles sont les addictions les plus fréquemment rencontrées ? Dans mon cabinet, les gens viennent surtout pour des addictions lourdes, soit à des substances, ce qu'on appelle les drogues, ou l'alcool, ou les 2 ensemble. J'ai pas eu de boulimique, mais c'est exactement la même chose. Il y a les addictions au jeu, les addictions à la pornographie sur Internet, les addictions à la sous-estime, les sous-gagnants, là, comme il y a des groupes là-dessus. C'est sans fin. Je crois qu'il y a 80 fraternités, 12 étapes, avec chacune ayant son comportement ou son produit. Oui, c'est ça, 12 étapes, c'est le nom de la méthode. Hein. Évidemment, on va en parler tout de suite. Une addiction, c'est une addiction. Il n'y a pas des petites addictions ou des grosses addictions. Moi, j'ai une patiente, parce qu'elle a eu plus de mal à arrêter, c'était le sucre. Tout simplement, je veux dire, dans les bonbons Haribo dans les supermarchés, c'est du poison. Et c'est aussi grave que une addiction, je sais pas, au cannabis ou à n'importe quel stupéfiant. Là, vous faites référence au sucre. Hein. Oui. Pas aux bonbons Haribo, le sucre qu'il y a dans les bonbons Haribo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quand vous dites qu'il n'y a pas de petites addictions, il y a quand même peut-être parfois, certainement, une différence dans les conséquences entre effectivement une forme de dépendance, mais qui n'a pas de conséquences majeures sur l'entourage ou sur la santé de la personne, en tout cas à court terme, peut-être qu'elle en aura à long terme, ou à très long terme, et puis des addictions qui effectivement sont beaucoup plus problématiques. Comme je vous disais, moi, dès que c'est une addiction, une vraie addiction, ça va avoir des conséquences. L'addiction au sucre, là, toute banale, les gens terminent avec des diabètes, des dérèglements terribles. Le reste, c'est sûr, les petites... le tabac, regardez, une petite addiction, le tabac. Ça a l'air insignifiant quand on voit quelqu'un qui fume une cigarette, mais... regardez aussi tous les problèmes de ces personnes 40 ans plus tard à l'hôpital. Moi, je ne vois pas de petite addiction. D'accord. Donc, soit il y a addiction, soit il n'y en a pas, quoi. Ouais. Alors,
On va parler aussi des proches. Comment les proches peuvent-ils aider? Parce que souvent, ça a d'énormes répercussions sur l'entourage. Je sais que quand je préparais cette émission, c'est ce qui est ressorti aussi. On m'a fait des commentaires pas mal en ce sens. Parce que quand on parle de la population française, évidemment, qui souffre d'addiction, là, on parle que des personnes qui sont directement concernées, sans forcément parler des répercussions des personnes autour. Oui, tout à fait. C'est très important. Parce qu'en plus, on parle surtout des addicts, mais on ne parle pas des gens qui souffrent à côté d'eux et qui, eux, n'ont pas leur produit pour supporter leur vie quotidienne. Donc, on dit que pour un addict, il y a au moins autour 5 personnes qui souffrent. Hein. Ouais, c'est énorme. On voit tout de suite la famille proche et puis les collègues du travail, etc. Donc, les gens touchés par les addictions, c'est énorme. On connaît tous, je sais pas, en tout cas pour moi, dans des familles où il y a des problèmes d'addiction. Oui, alors du coup, effectivement, comment est-ce qu'on peut les aider? Il y a des groupes, pareil, 12 étapes pour les proches. Ça s'appelle Al-Anon, A-L-A-NON, A-N-O-N. Et j'encourage tous les proches à aller regarder leur site. Ce qui est formidable en ce moment, c'est depuis la pandémie, là, tous ces groupes existent sur Internet par la plateforme Zoom. Et on peut aller jeter un œil avec ces groupes de soutien pour les proches. Et on apprend des tas de choses, dont cette espèce de codépendance qu'on a avec son addict. On apprend tout en continuant à l'aimer, on apprend à s'en détacher et reprendre un peu de force soi-même. Je parle du proche de l'addict, là. Hein. Et plus le proche va bien, plus l'addict ira bien. L'addict a besoin d'avoir autour de lui des gens qui tiennent la route pour être aidé. Donc l'addict a besoin de proches qui se rétablissent ou qui sont soutenus. Ça, c'est vraiment important, effectivement, de le souligner. Hein. C'est même essentiel. Alors, une question encore, avant d'en venir à la méthode, c'est est-ce qu'un addict peut s'en sortir tout seul? C'est un peu la définition que je donnais, c'est justement l'impossibilité de s'en sortir tout seul. Moi, en tout cas, dans mon cabinet, les gens débarquent... Ils s'en sortent pas tout seuls. Il y a Maintenant, je peux pas dire que ça n'existe pas parce que je les vois pas. Mais dans mes proches, je veux dire, depuis mon enfance, dans les copains qui ont eu des problèmes d'addiction, des vrais problèmes d'addiction, hein, qui étaient vraiment addicts, j'en connais un qui s'en est sorti tout seul. Et bon, après, comment s'il s'en sort vraiment, dans quel état il est, je peux pas vous dire. Mais c'est très rare. À partir d'une vraie addiction, on est dans l'exceptionnel, à mon avis. Hein. Tout ça, c'est mon opinion et mon expérience de... D'accord. Oui. Clinique. Alors, dans votre livre, chez Actes Sud, Revivre, 12 étapes pour sortir de l'addiction, vous parlez évidemment de cette méthode développée dans les années 30 par les fondateurs américains des Alcooliques Anonymes, Bill Wilson et Bob Smith. Et vous dites aussi que cette méthode, en 12 étapes, n'a rien d'un remède miracle. Je le disais en introduction, ça vous insistez pas mal dessus. Oui, je dis que c'est pas un remède miracle parce que c'est pas magique. L'idée, c'est que d'arrêter un comportement d'addict, c'est-à-dire de consommer, c'est pas une mince affaire. Et donc, cette méthode, grâce à Dieu, existe, grâce en tout cas à Bill et Bob, là, comme on les appelle.
mais elle demande un travail. Il faut s'investir, surtout au début, et y passer du temps. Il faut aller assister à des réunions, il faut lire le bouquin. C'est un peu comme une fac, un cours pour apprendre à vivre sans produit. Ça s'apprend. Et ça demande du temps et un investissement de sa personne. C'est en ça que je dis que c'est pas magique, c'est pas un miracle. Il n'y a pas de miracle. Oui. Alors, on va revenir sur le détail. Et avant ça, pourquoi est-ce qu'en France, elle reste ignorée, voire méprisée, dites-vous, par les milieux hospitaliers universitaires ? Vous dites qu'on a 50 ans de retard, effectivement, voire même un peu plus, que là, on parlait des années 30. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation ? Enfin, sans forcément rentrer trop longuement dedans, mais c'est vrai que là, on voit, c'est frappant, il y a une grosse différence d'approche. Oui, alors, donc la méthode, elle date des années 30 aux États-Unis. Elle a été inspirée par le docteur Jung, le psychiatre et psychanalyste connu, le Suisse, qui avait ajouté au programme une notion une notion spirituelle. Il avait constaté l'importance pour les addicts d'un éveil spirituel, comme une espèce de force. J'ai eu l'impossibilité de s'en sortir tout seul. Il avait remarqué dans son hôpital psychiatrique de Zurich que les alcooliques graves ou les toxicomanes graves qui s'en sortaient, il avait constaté une espèce de, ce qu'il a appelé une espèce d'éveil spirituel. Donc, je parle de ça parce que c'est ce côté-là, à mon avis, qui coince avec notre culture française, laïque, depuis 1905, souvent anticléricale. C'est sûr que la culture, les intellectuels français méprisent un peu tout ce qui est rapport au spirituel et à la religion. Donc, au niveau culture, là, il y a un petit souci avec les Français, mais c'est vraiment aussi au niveau de la France, il faudrait qu'ils évoluent un peu, parce que même en Iran, qui est une république religieuse, les narcotiques anonymes ont été déclarés par le gouvernement comme, je sais pas, meilleure ONG de l'année pour régler leurs problèmes d'opium et d'héroïne. Donc... Et puis il y a des choses qui ont été prouvées scientifiquement aussi depuis, je crois. Oui, sur la méthode. Il y a notamment la Fondation Cochrane en 2020 a compilé, je crois, 27 études sur les différentes méthodes de traitement. Elle a trouvé que les groupes 12 étapes étaient devant au niveau du succès de guérison et aussi en termes de durée d'abstinence. Il y a eu en 2020 plein d'articles. Là, j'en lisais un ce matin dans le New York Times. Le titre, c'était « Maintenant, on a la preuve que les groupes 12 étapes sont meilleurs au niveau des traitements ». Auparavant, il y avait une étude qui avait été faite par le gouvernement américain, un truc énorme aussi, qui avait montré que les groupes 12 étapes avaient une supériorité par rapport à la qualité de vie des gens qui se rétablissent avec ces groupes et ce programme.
Non, Hmm. c'est prouvé scientifiquement maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire, alors pas forcément chaque étape en particulier, on reviendra sur certaines d'entre elles que j'ai notées, mais déjà dire en quoi ça consiste, ces 12, enfin voilà, la méthode, et puis en plus, ensuite on rentrera dans certains, effectivement, détails. Comme je disais tout à l'heure, il y a 3 influences au départ de cette méthode. Les 3 piliers c'est donc l'apport d'un médecin américain qui était le directeur du centre d'alcoolologie d'un des grands hôpitaux de New York, qui s'appelait le docteur Silkworth, quoi, peu importe, qui avait observé plus de 20 000 donc, drogués, alcooliques, et il avait remarqué justement ces caractéristiques propres à l'addiction. C'est-à-dire que l'addict ne pouvait pas prendre la première dose parce que ça déclenchait donc une réaction en chaîne, il n'arrivait pas à s'arrêter. Du coup, ils en ont tiré la première étape. La première étape, c'est que c'est un autodiagnostic pour s'évaluer soi-même si on est addict ou pas, si on est dépendant ou pas. Et si on l'est, ce premier verre est impossible et du coup, l'abstinence devient l'objectif. Là, vous pouvez nous donner un exemple, puisqu'on y est, d'exercice de la première étape et puis des questions à se poser, par exemple? Ça consiste à retracer son parcours de consommation, essayer de se rappeler les fois où on a décidé de pas consommer, par exemple, une soirée où il fallait, pour une raison ou une autre, on ne devait pas boire d'alcool parce qu'on avait un rendez-vous, se rappeler toutes ces expériences, tous ce vécu de consommation, le nombre de fois où on s'est dit je dois limiter ma consommation à un verre ou 2 parce que j'ai ça à faire, se rappeler que c'est impossible, que chaque fois qu'on commence, ça continue. Ou alors on y arrive, mais on est dans un tel état d'obsession et de manque que c'est pas vivable. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'autodiagnostic. Suis-je dépendant? À partir du moment où on est disons autodéclaré addict, on arrive à la deuxième étape qui arrive. En fait, c'est la possibilité d'une solution. C'est un déclic qui arrive quand les gens arrivent dans ces groupes, dans ces réunions, où ils voient que les autres s'en sont sortis. Juste une petite parenthèse, Philippe Cavarose. En fait, il y a quelque chose à voir avec le déni, effectivement. Donc déjà, quand ils arrivent dans le groupe, ça veut dire qu'ils sont plus dans le déni de leur addiction. La première étape casse ce déni. La première étape est là pour justement faire tomber ce déni qui est une des caractéristiques de l'addict aussi, c'est-à-dire qu'il ne voit pas le chaos dans lequel il se trouve. Il ne veut pas le voir, il est persuadé qu'il peut arrêter quand il veut, alors que on voit bien qu'il ne peut pas. Et lui, il en est convaincu. Il répète ça à tout le monde. Donc, c'est ça le déni. Et la première étape, justement, en retraçant son histoire de consommation, va l'aider à découvrir qu'il est impuissant devant son produit, qu'il peut pas
voilà, qu'il est impuissant, qu'il ne peut pas arrêter et qu'il doit capituler devant son produit de choix. Très bien. Alors du coup, donc il arrive à la première réunion. Vous en étiez là. Excusez-moi, j'ai fait cette petite parenthèse sur le déni, mais il arrive donc à la première réunion de groupe. Oui. Donc il arrive dans cette réunion et là, il va découvrir des gens comme lui, avec des histoires d'addiction, mais qui sont parvenus à guérir, à arrêter leur consommation. Et donc là, il va avoir l'espoir va revenir, et il va découvrir qu'il y a une possible solution, enfin. Oui, parce que quand on arrive dans un groupe, il y a des gens qui sont déjà abstinents, tout le monde ne démarre pas ensemble en même temps. Exactement, il y a des addicts qui arrivent, les nouveaux, on les appelle, mais les autres sont là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et le fait de voir ces gens qui racontent leur histoire, il va découvrir ça petit à petit, il va se faire des amis, il va avoir il va apprendre cette méthode, il va espérer pouvoir faire la même chose. Donc la deuxième étape, c'est en venir à croire qu'il y a une solution possible. Mmh. Après, on a évidemment la troisième. La troisième, c'est le moment où il se décide de suivre les conseils de la méthode et des copains du groupe. Évidemment, on trouve une méthode qui a à voir avec sa propre addiction, j'imagine, ou pas forcément? Oui, comme je disais tout à l'heure, chaque addiction a une fraternité avec ses groupes, ses bouquins et sa littérature. D'accord. Il faut pouvoir trouver la sienne près de chez soi. Ça, c'est voilà. Donc, vous nous direz pour des ressources à la fin de l'interview, comment est-ce qu'on peut faire. Ok. Mais il suffit de taper sur Internet le nom de son produit de choix ou de son comportement pour lequel on est addict et on trouve tout de suite leur site et la liste des réunions en personne ou en Internet, online. Addiction au sucre, addiction au chocolat, etc. On trouve, ok. Oui, parce qu'on imagine forcément que c'est plus répandu pour l'alcool ou certaines drogues, plus que effectivement l'alimentation, mais on en trouve aussi facilement. Oui, les groupes pour les problèmes de boulimie ou d'anorexie ou de grosse consommation de sucre s'appellent en France les outre-mangeurs anonymes. D'accord. OA. OA, ouais. Ok. Alors du coup, troisième étape, effectivement, on décide de faire partie d'un groupe et on démarre donc le protocole. Troisième étape, on décide de suivre la méthode. Ouais. En fait, c'est une étape rapide. On prend la décision, quoi, voilà, c'est ça. C'est ça, on prend la décision. Alors, la décision de suivre la méthode, donc le vrai programme d'action commence donc à la quatrième étape. La quatrième étape consiste à faire un inventaire de ses défauts, de ses qualités, de ses peurs. On fait un inventaire aussi de sa vie sexuelle, comment on s'est comporté. On fait vraiment quelque chose d'approfondi. Pour des personnes qui n'ont pas forcément fait de chemin de connaissance de soi ou thérapeutique, ça peut être un moment un peu particulier, un peu difficile. Là, vous parliez par exemple de parler de sa vie sexuelle. Oui, ça peut être difficile, mais c'est nécessaire d'apprendre à se connaître. Beaucoup d'addicts, on entend beaucoup d'addicts presque se réjouir
c'est bizarre, mais de leur addiction pour pouvoir avoir rencontré ces programmes, cette méthode et avoir pu faire ce travail personnel d'introspection. Super, c'est bien de le noter. Parfois, c'est vrai qu'en France, je pense qu'il y a des films qui n'ont pas forcément aidé à ça. Il y a une espèce de caricature de la méthode de groupe. On disait hors antenne, on est tous les deux des fans du psychiatre américain Irvin Yalom, qui a beaucoup popularisé, qui est vraiment le maître des groupes, on pourrait dire, aux États-Unis. Vous me disiez d'ailleurs qu'il avait écrit un livre de référence de 1000 pages en anglais sur ce sujet. C'est vrai qu'en France, parfois, on en a la vision un peu... bonjour Corinne, tout le monde répond, et puis le truc un peu rigolo. C'est une image qui colle un peu à la peau quand même des groupes encore, ou c'est dans ma tête? Je pense que, comme je disais, la culture, les comédies, les bonnes comédies françaises ont utilisé un peu ces groupes pour pour rigoler, quoi. Mais il n'y a pas la valorisation des groupes comme dans les pays anglo-saxons, où, je ne sais pas si vous regardez des séries anglaises ou américaines, mais je ne vais pas dire dans toutes, il y a des... apparaissent un personnage de la série qui va à des groupes 12 étapes. Dans, je veux dire, les comédiens, c'est sans arrêt dans la presse anglo-saxonne que tel comédien ou homme politique révèle qu'il est sorti de ses problèmes d'addiction grâce au groupe 2 étapes. C'est intégré dans la vie de ces pays. La preuve en est, c'est que quand je me suis fait arrêter, le juge m'envoie dans ses réunions. C'est complètement intégré. Les médecins, les psychologues, les juges, la police recommandent d'aller en réunion. En France, on voit bien qu'on n'en est pas là. On a beaucoup de retard, effectivement. Alors oui, donc du coup, l'étape 5, donc on a passé cette étape de parler de soi, de faire connaissance. Et donc ensuite, on va passer à la 5e étape, c'est ça? C'est ça. Donc la 5e étape, il s'agit de révéler à une autre personne, évidemment qu'on aura choisi par sa discrétion et sa proximité, quoi. On révèle ce qu'on a trouvé dans la 4e étape à cette personne. Parce que il y a déjà, il y a la possibilité que si on reste avec son petit exercice de 4e tout seul, il est possible qu'on se trompe. On n'est pas souvent le mieux placé pour s'auto-évaluer. Surtout en ce qui concerne les défauts de caractère. On peut en lister certains un peu perdus et puis oublier les plus gros. Donc c'est une personne du groupe qui on se confie, pas une personne extérieure. Ça peut être, on peut le faire avec un thérapeute ou quelqu'un de, je sais pas, de sa paroisse, si on a une paroisse, ou quelqu'un de confiance. Très bien. Ce qui est important, c'est que ça soit quelqu'un de confiance. Mais c'est sûr que dans les programmes, on a ce qu'on appelle les parrains, qui est une personne qu'on choisit comme guide pour faire ces étapes. Et normalement, c'est aux parrains qu'on confie sa 4e étape. Alors, cette étape de se confier, elle débouche du coup sur quoi après? Donc, on continue avec la 6e. La 6e, on a donc identifié ses défauts de caractère. La 6e étape, c'est justement le travail d'évaluer les conséquences de tous ces défauts de caractère. Comment ça nous impacte? Comment ça nous impacte? Comment ça impacte les autres? Combien ça nous est
négatif dans notre vie quotidienne. Mhm. Le vide qu'on fait autour de soi, si on est comme ci, comme ça, le pingre va se retrouver tout seul. On étudie chaque défaut de caractère et oui, le parrain vous accompagne pendant tout ce travail d'étape, hein, bien sûr. Alors la 7e, évidemment. Donc la 7e, je vais avancer. La 7e consiste à remplacer ces défauts de caractère par leur contraire. Donc le parrain va vous inciter, si vous êtes par exemple, je parlais des pingres, si vous êtes pingre, vous allez travailler la générosité. Et ça, vous le faites pour chacun des défauts de caractère que vous avez identifiés. Parfait. Pour travailler justement pour se débarrasser de ces défauts, on travaille son opposé. Alors après... Enfin, se débarrasser ou les accueillir, les voir. On les voit, et puis je veux dire, comme ils sont, ils fonctionnent en votre défaveur, vous apprenez à travailler l'inverse pour s'en débarrasser, ou pour le diminuer en tout cas. Après, on a bien sûr la 8e étape, qui, elle, consiste à faire la liste de toutes les personnes à qui on a causé du tort. Ça peut être des personnes, ça peut être des institutions, ça peut être, toute cette liste. Et la 9e étape va consister à faire des amendes honorables, c'est-à-dire essayer de faire restitution. C'est une sorte de réparation. De réparation, exactement. Pendant les années de consommation, les addicts ont eu des comportements pas possibles. Ils ont volé, ils ont menti, ils ont trompé, etc., etc. Et ils portent cette culpabilité, cette honte, ça les pèse. Et le fait d'aller précisément à chaque cas, aller non seulement s'excuser, mais restituer, réparer, vous retire toute cette culpabilité. Juste pour celles et ceux qui nous écoutent à ce stade, c'est une réunion par semaine, par mois. On en est à quelle durée à peu près de ces réunions de groupe là? Quelle étape? Dans l'étape 9 mois ou 9 semaines plutôt? La fréquence de la présence en réunion est très évolutive. D'accord. Moi, pour remplacer les centres de traitement, je n'hésite pas à dire aux patients qui sortent de sevrage, pour combler le vide, d'aller à peut-être 2 réunions, même par jour, pendant le premier mois. D'accord. Okay, puis ça baisse, ça baisse. Ok, bon, merci de l'avoir précisé. Effectivement, je ne vous avais pas reposé la question. Alors, l'étape 10. L'étape 10, c'est l'étape du quotidien. On fait un peu son inventaire tous les jours en fin de journée. On fait un bilan de la journée, exactement. Est-ce qu'on a causé du tort à quelqu'un? Est-ce que tel défaut de caractère est ressorti? On observe un peu son vécu. Et on en tire... Sans culpabiliser, j'imagine. Et on en tire on essaie de s'améliorer pour la suite. Tout de suite. Si on a été égoïste, agressif avec quelqu'un dans la journée, on s'excuse tout de suite. On apprend à pas porter cette culpabilité, ces remords. Au niveau quotidien. 11e étape, on arrive à vivre au quotidien. Ouais. On arrive, du coup, on s'approche de la fin des étapes. Oui, la 11e, c'est l'étape de la spiritualité.
où il vous recommande la méditation et la prière. On a un mot là-dessus. On a remarqué que aujourd'hui, avec les neurosciences, que quand les gens se mettaient en méditation ou en acte de prière, peu importe à qui et à quoi, les zones du cerveau où sont les émotions s'apaisaient, passaient du rouge au vert. Mmh. Et donc, on sait aujourd'hui que cette forme de rituel de méditation et de prière a des effets positifs sur le corps aujourd'hui. Ce que les religieux pratiquaient sans trop le savoir, aujourd'hui on peut avoir la preuve du bienfait sur le cerveau. Mmh. D'ailleurs, vous citez Boris Cyrulnik qui dit à ce sujet « L'extase peut être déclenchée par une substance chimique autant que par une représentation mentale. » C'est cette fameuse fonction réparatrice de la puissance supérieure, c'est ça ? Oui, alors la puissance supérieure, c'est aussi un vaste sujet qui est souvent... c'est un des acteurs importants des programmes 12 étapes. Et ça mérite qu'on en parle de quelques temps. Là. C'est possible ? Oui, rapide. Enfin, si c'est pas trop long, oui, avec plaisir. Si vous voulez, ça rejoint un peu ce que Cyrulnik disait sur l'effet d'une représentation. L'addict, il a foi dans son produit. C'est-à-dire qu'il y a dans ce qui représente, dans la représentation qu'il a de son produit, que ce soit sa cocaïne ou son alcool, il a foi là-dedans. C'est-à-dire qu'il sait que tant qu'il a une bouteille à proximité ou son produit dans la poche, il peut fonctionner. Même si 20 ans après, la ligne qui va sniffer en fait ne lui fait rien, ce qui lui importe, lui, c'est la représentation qu'il en a, qui date du premier effet, de la première dose, à l'époque où ça lui faisait quelque chose de très positif. Et il est resté fixé à cet effet, et il en a intégré cette représentation. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, c'est très clair. C'est l'objet en fait de ce qu'il a ressenti à ce moment-là est plus important même que l'effet lui-même de la suite. Voilà, donc il a cette représentation et c'est pour ça que c'est très difficile pour l'addict de laisser tomber en fait c'est une loyauté inconsciente à la cam en question, quelle qu'elle soit. Exactement. Même si on sait tous qu'à la fin de leur carrière d'addict, les produits n'ont plus aucun effet. Mmh. Carrière d'addict, ouais, c'est comme ça que vous l'appelez. Quand l'addict arrête, il se fait sevrer, il arrête, il a perdu cette puissance qui était donnée par cette force que lui donnait cette représentation, ce produit qui lui permettait de vivre son quotidien avec tous les petits challenges. Il n'a plus ça. Donc le programme l'aide à recréer une autre représentation qui va être son programme, avec ses réunions, son parrain, ces expériences d'addict en rétablissement. Il va se recréer, il va se représenter cette espèce de puissance supérieure. C'est comme si on passait d'une puissance supérieure négative qui était la drogue ou l'alcool ou un comportement à une puissance supérieure positive qui est le programme et qui va l'aider, pareil, à fonctionner.
Hein, de savoir qu'il y a ces groupes, de savoir que dans ces groupes, on s'en sort, de savoir qu'il peut contacter un groupe, un ami à tout moment, ça a la même force d'apaisement que son petit paquet dans la poche. Ça, c'est une bonne nouvelle. On se demande aussi d'ailleurs si une addiction en cache une autre et qu'il y a ce risque justement de reporter ça sur autre chose. Par exemple, devenir accro à la méditation, ça va, c'est pas trop gênant, je pense. Mais par exemple, le sport ou comment ça fonctionne d'ailleurs en termes de mécanisme là à ce niveau-là? Ça règle ça aussi en même temps, j'imagine, forcément. Le sport peut être une addiction. Les sports extrêmes, ça déclenche la production d'hormones. C'est une drogue interne, endogène. Et on voit le nombre de gens dans les salles de sport ou qui, avec des genoux cassés, continuent à faire du vélo. Ça montre la puissance de leur addiction. C'est ça. Et sur cette idée qu'une addiction en cache une autre, potentiellement? Là, tant qu'il n'est pas soigné, traité, qu'il n'a pas un programme, ça arrive très souvent. On voit souvent, par exemple, les toxicomanes régler ce problème-là, et rejaillit une addiction à l'alcool ou à la nourriture. C'est ça, donc ça glisse sur d'autres terrains. Alors pour conclure sur nos étapes, comment est-ce qu'on termine et qu'on sort en fait de ce processus? Et donc là, on termine avec donc la 12e étape. Il y a 2 choses dans cette 12e étape. On vous demande d'appliquer les principes dans tous les domaines de votre vie et d'aider les autres dépendants à s'en sortir quand c'est possible. C'est la 12e étape. Elle dit aussi que si vous avez travaillé toutes les étapes précédentes, vous êtes normalement censé avoir eu un éveil spirituel. Vous avez eu la révélation et vous allez vraiment vers le chemin de la guérison, voire même vous êtes guéri. Oui, c'est tellement propre à chacun, mais c'est sûr que quand on passe une année à travailler sur ses défauts de caractère, sur s'améliorer, sur s'excuser, sur réparer, on se rapproche du monde, on se reconnecte avec les gens, et il y a un mieux-être. On le voit dans les regards des addicts qui pratiquent les groupes. Ils n'ont plus rien à voir au bout d'un an. Moi, je le vois dans mon cabinet. C'est plus les mêmes. Ils ont une qualité de vie qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passait au début. Parce que vous les recevez, vous animez des groupes et vous les recevez en cabinet, c'est ça? Non, je les reçois au cabinet. J'en ai fait, mais je fais plus de groupe en ce moment. Non, je fais de l'individuel. D'accord, donc souvent vous pouvez être dans le rôle du parrain, typiquement? Pas du tout. Moi, d'accord. Parce que vous parliez d'un thérapeute tout à l'heure. Quand il n'y a pas de parrain, on peut demander à son thérapeute. Mais normalement, les étapes sont faites avec quelqu'un du programme. Il y en a beaucoup de disponibles. C'est pareil. Autant on demande aux
aux dépendants de choisir un parrain. On demande aussi aux dépendants un peu plus mûrs dans son établissement de trouver un filleul. Donc, il se débrouille très bien. Non, le psychologue, il fait pas faire les étapes. Il y a une barrière quand même entre le programme, le parrainage et ce qu'on fait en psychothérapie. Parce que du coup, vous faites quoi en psychothérapie puisqu'il n'y a pas le groupe? C'est un autre type de travail? C'est un autre type de travail, tout à fait. Moi, c'est un grand mot, mais je supervise un peu leur établissement, en général. Souvent, ils ont besoin de thérapie d'appoint, du style EMDR. Hypnose. Voilà, je vérifie que le parrain soit qu'il n'y ait pas d'erreur de choix, parce qu'il peut aussi avoir des relations assez toxiques entre le parrain et le filleul il y a des personnes vulnérables qui peuvent se faire mettre sous emprise, donc il faut être vigilant à tout ça. Oui, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, qui lead les groupes en général? Ce sont des professionnels formés au groupe, j'imagine? C'est pas de professionnels, ce sont des dépendants rétablis depuis plusieurs années et puis qui vont bien. Qui sont formés à la méthode. Oui. Très bien. Ok, merci infiniment Philippe Cavarose. J'avais envie en conclusion de dire une participante aux réunions qui dit dans votre livre « Aller en réunion, c'est comme aller à l'école du rétablissement ». Alors c'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir. Je rappelle le titre de votre livre chez Actes Sud, « Revivre 12 étapes pour sortir de l'addiction » en collaboration avec Michel Henry. Et on peut vous retrouver sur votre blog pcavarosblog.wordpress.com. Merci beaucoup. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.